Bonjour à tous, bienvenue à la conférence My Private Coach consacrée aujourd'hui à ce moment-là à la famille. Comment trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc voilà, on est aujourd'hui lors de la conférence My Private Coach App. C'est vrai qu'on a tous vécu un confinement, peu importe où on vit, on a tous été confinés pendant quelques semaines, quelques mois. Et pour ceux qui ont une famille, on s'est retrouvés tous ensemble avec sa famille pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois. Et c'est vrai que là, les frontières entre vie perso et vie pro sont quand même pas évidentes. Et c'était déjà le cas avant, mais je pense qu'il y a des choses qui se sont exacerbées et sûrement des personnes ont eu des révélations ou n'ont pas réussi justement à avoir ces soupapes de sécurité ou de sauvetage qu'on a quand on va travailler. Donc c'est vrai que c'est important aujourd'hui d'en parler. Donc j'ai le plaisir d'accueillir nos deux coachs, Véronique Faché, qui est médiateur thérapeutique et coach familial, et Séverine Sanson, coach formée en neurosciences à la PNL et sophrologue. Vous pourrez les retrouver sur la plateforme My Private Coach App. Elles sont toutes les deux coachs sur la plateforme. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je laisse la parole à Véronique. Bonjour, je suis Véronique Faché, médiateur thérapeutique et coach familial. My Private Coach m'a sollicité pour ce thème équilibrer vie personnelle et professionnelle. C'est un sujet qui concerne nous tous, mais aussi c'est une demande récurrente de la part de mes clientes de vouloir parvenir à concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. C'est pourquoi je les accompagne dans tous les contextes de leur vie. Merci Véronique. À vous, Séverine. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Effectivement, moi aujourd'hui, je suis coach. Comme vous le disiez, je suis formée aux neurosciences, à la PNL. Je suis sophrologue. Donc, j'ai voulu, comme ça, tout au cours de mes années, de prendre plein de petits outils pour pouvoir justement accompagner au mieux les personnes avec qui je travaille. Et donc, effectivement, équilibre vie pro, vie perso est un sujet qui revient régulièrement et encore plus avec ce confinement, justement, parce que ça nous a tous mis un peu à rude épreuve. Et donc, effectivement, je suis ravie de pouvoir intervenir aujourd'hui sur cette conférence. Merci encore. Donc, merci Véronique, merci Séverine. On va passer au sujet du jour. Donc, dans la continuité de cette journée, des autres webinaires, on a parlé de beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit vraiment la question de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et comment est-ce que vous voyez, vous, en tant que coach, mais aussi en tant que personne humaine, qu'est-ce que c'est que cet équilibre, en fait? Véronique. Alors, personnellement, déjà au niveau personnel, c'est important de s'allier avec le quotidien, ne pas le prendre comme un ennemi, parce que plus vous reculez les tâches à faire et plus c'est lourd, donc ça déprime un petit peu. Donc, savoir s'organiser, mais bien entendu sans être maniaque, sans excès, et mieux l'appréhender sans retenue. Au niveau familial, l'important, c'est de savoir déconnecter pour se donner du temps, pour se recentrer sur ses propres besoins fondamentaux, sur son couple aussi, pouvoir partager de bons moments, complices et intimes, créer aussi une vraie dynamique familiale comme les repas conviviaux, nourrir la complicité grâce à l'écoute, comme la liberté de parole de chacun, mais tout en maintenant un respect mutuel de la part du couple, du conjoint, comme des enfants. Au niveau professionnel, pour ceux qui ont des vies actives et très agitées professionnelles, on essaie de gérer au mieux ses priorités, surtout lorsqu'elles sont chronophages, tout en s'octroyant des bouffées d'oxygène, peut-être sportives, créatives, ou par de la méditation. Donc, surtout qu'on a vraiment des vies professionnelles intenses, il faut avoir des pauses, il faut savoir se reconnecter à soi pour mieux être efficace. Merci beaucoup, Véronique. Et vous, pour vous, Séverine, qu'est-ce que c'est l'équilibre entre vie perso et vie personnelle en tant que coach? Oui,
comme vient de dire Véronique, c'est pas mal de choses ensemble. Donc, moi, j'aime bien souvent parler un peu d'un engrenage, comme ce système avec toutes les roues, là, les unes à côté des autres. Il y en a plus ou moins, parce que on est ou femme ou homme, généralement. On peut être couple, on peut être parent, on est ou pas professionnel, on est aussi enfant d'eux. C'est-à-dire, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont ensemble et tout ça, ça va venir faire un équilibre. Et des fois, il y a effectivement des petites choses qui se décalent. Il y a des roues qui deviennent plus ou moins grosses ou plus ou moins petites. Et donc, du coup, tout ce système-là, du coup, il perd sa fluidité et il y a des choses où ça se déséquilibre au fur et à mesure. Et donc, effectivement, c'est là où c'est important de pouvoir rebouger un petit peu les curseurs pour pouvoir reprendre cet équilibre, mais sans non plus être dans un côté Saint Graal, parce que je l'entends aussi de plus en plus, on veut ce Saint Graal de l'équilibre vie pro, vie perso, et qu'une fois qu'on l'aura trouvé, ce sera l'épanouissement et le bonheur. C'est pas aussi clair que ça, et un but en soi, c'est jamais fixe, c'est toujours en mouvement, et l'équilibre, il est toujours en train de se faire, puisque on évolue, on change, nos enfants grandissent, on peut changer d'univers professionnel, et heureusement que c'est en mouvement, et donc voilà, ça bouge. Donc pour moi, l'équilibre vie pro, vie perso, c'est savoir trouver toujours un peu les ajustements qui vont correspondre au moment où on est, et à chacun, parce qu'on a tous des vies différentes, pour trouver notre équilibre, en tout cas. Merci beaucoup, Séverine. Et en effet, vous avez totalement raison. Bien sûr, c'est votre métier. Mais en l'occurrence, équilibre dit déséquilibre et dit en fait, mouvement permanent, parce qu'on est tous en mouvement permanent. Et c'est vrai que c'est un saint Graal, mais qui tous les jours repart un peu tous les jours à zéro. Mais c'est vrai qu'on a quand même des trucs, des astuces, il y a quand même des petites choses qui peuvent aider à créer cet équilibre entre la vie perso et la vie pro. Parce que j'imagine que vous devez avoir beaucoup de personnes qui viennent vous voir, qui se sentent dépassées, notamment cette période un peu particulière. Il y a le quotidien à gérer, les enfants, la continuité de l'école à la maison, le travail, souvent réadapté, le travail à la maison, l'incertitude sur les écoles. C'est quand même assez lourd ce qui se passe depuis plusieurs mois. Quels conseils pourriez-vous donner l'une et l'autre avec vos spécificités pour arriver justement à agencer tout ça, Véronique? Alors, en effet, c'est mis en lumière d'une façon plus importante les difficultés qui étaient déjà bien présentes dans le mode relationnel des couples et des familles. Suivant le lieu de vie, évidemment, ce sentiment de dépassement peut être vécu complètement différemment selon les critères, eh bien, déjà de la surface du logement, de l'appartement. On ne vivra pas le dépassement de la même façon quand vous vivez à 5 dans un studio ou quand vous vivez dans un appartement beaucoup plus grand. Si vous avez un appartement, une maison avec un jardin ou que les enfants sont à la garde des grands-parents, oh là là, je m'en mêle. Désolée, je m'en mêle. Le stress ne sera pas pareil. Donc, je reprends un petit peu la surface de l'appartement. C'est important pour appréhender déjà, ne pas être les uns sur les autres. Et puis, on voit les choses différemment. Il y a des familles qui sont très aidées par les grands-parents, d'autres, ils se sentent tout seuls parce qu'ils vivent à 300 km ou à 800 km. Mon conseil, c'est n'hésitez pas à vous faire accompagner par un coach qui fera avec vous l'état des lieux de chacune de vos problématiques pour les analyser avec vous. Le coach vous aidera à mieux communiquer, comme à optimiser vos modes de communication, comme organiser aussi avec vous vos espaces de vie pour que chacun puisse trouver sa place. Et ça, c'est très important que chacun ait son point de ressources intimes. Même les enfants, parfois, ils ont besoin d'être dans une pièce tout seul pour se retrouver avec soi, pour un moment de lecture, et puis sans bruit. Donc, faites-vous, si vous pouvez, soutenir par les grands-parents, par les parrains, par les marraines ou par la famille. Merci beaucoup, Véronique. Oui, c'est totalement c'est très intéressant. Séverine, qu'est-ce que vous Oui. en pensez? Alors, je rebondis sur ce que disait Véronique aussi, c'est-à-dire par rapport aux ressources, au fait que, effectivement, cette période, elle a changé beaucoup de choses.
Je parlais des curseurs tout à l'heure, forcément, ça les a complètement changés sans qu'on s'y attende forcément. On parle d'école à la maison, ça a souvent pris beaucoup de place. Le professionnel, on a dû se réinventer bien souvent parce que obligé de trouver une autre créativité. Moi, personnellement, les repas, j'avais l'impression de ne faire que ça. C'est ce qui était pour moi un plaisir est devenu, voilà, j'ai eu l'impression de passer mon temps à faire des repas. Voilà, donc il y a des curseurs comme ça qui bougent. Et pour rebondir sur ce que disait Véronique par rapport aux ressources, je trouve ça hyper important parce que je dis souvent dans notre engrenage, il y a des choses qui nous demandent de l'énergie au quotidien et il y a des choses qui nous ressourcent. Et quand on parlait d'équilibre, c'est cet équilibre-là aussi, de trouver notre équilibre entre qu'est-ce qui nous prend de l'énergie et qu'est-ce qui nous ressource. Et donc, ça aussi, ça a changé. Donc, généralement, on avait trouvé des fois un peu notre équilibre. La ressource, pour celles qu'on pouvait peut-être ne plus avoir, aller faire du sport en salle, je sais pas, aller au cinéma, aller se faire un resto entre amis. On a tous un moyen de recharger nos batteries pour compenser la perte d'énergie qu'on a. Et il y a eu ce déséquilibre-là où on a pris beaucoup plus d'énergie parce qu'on a géré les devoirs, on a géré les repas, on a géré l'adaptation professionnelle, on a géré le fait d'être confinés tous ensemble. Et donc, ça a mis nos émotions aussi à rude épreuve. Et les ressources qu'on avait, forcément, n'étaient pas forcément là. Donc, effectivement, en conseil par rapport à cette période-là, c'est d'arriver à se dire, OK, quelles sont mes dépenses d'énergie aujourd'hui? Qu'est-ce qui me coûte? Qu'est-ce qui est compliqué pour moi? Et de voir peut-être comment je peux l'adapter ou l'aménager. Je ne vais pas aller mettre mes enfants dehors. Donc ça, ce n'est pas là-dessus que je vais faire un décalage, en tout cas, d'énergie, mais de trouver sur quoi je peux peut-être lâcher prise à ce moment-là, passer le relais, comme disait Véronique, si on a cette possibilité-là, et de retrouver peut-être d'autres sources, de peut-être réadapter. Il y en a beaucoup qui ont trouvé une autre manière de faire du sport ou d'autres choses. Voilà. Donc, en tout cas, trouver cet équilibre-là entre les deux avec les possibilités qu'on a, parce qu'effectivement, on a tous des vies différentes et des histoires différentes. Oui, merci. Vous, toutes les deux, c'est vrai que vous avez amené des points très, très importants dans l'équilibre vie perso et vie pro. Et on est tous, je pense qu'on est, on est toutes mamans, notamment. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui voilà, c'est quelque chose qu'on choisit, mais on choisit aussi son travail. Et puis, il y a des choses qui étaient notre passion, cuisiner, ça devient une obligation et une tannée, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que je retiens pas mal de choses dans ce que vous dites, et notamment le fait quand même de se connaître. Parce que toutes ces choses-là, si on ne se connaît pas, on n'arrive pas à les détecter et on finit, comme souvent, en burn-out. C'est ça aussi l'extrême de ne pas avoir d'équilibre, c'est quand même de finir. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment très, très limites en ce moment. Et réussir à savoir quels étaient ces moments où on se recharge. Et comme vous le disiez, ça peut être avant, peut-être qu'il courait le matin, peut-être que c'est juste sortir de chez soi, juste 2 minutes. Mais il faut quand même réaliser qu'il y a quelque chose qui manque et parfois ça prend un peu de temps et soit il est trop tard. Donc c'est vrai que votre rôle est très important là-dedans pour aussi aider les personnes à mieux se connaître et savoir qu'est-ce qui les recharge et qu'est-ce qui les draine. Enfin, drain en anglais. Mais c'est un peu ça. Mais là, voilà, on a parlé vraiment du contexte très particulier du moment, mais en dehors de cette période particulière, quelles sont les problématiques que vous avez le plus souvent? Pourquoi les personnes vous contactent, Véronique? Alors, moi, je suis spécialisée en thérapie familiale, hein, comme individuelle. Donc, mes axes sont plutôt sur la gestion des émotions, puisque finalement, beaucoup de personnes ont du mal à gérer leurs émotions qui débordent, elles ne savent pas quoi en faire, comme les enfants, les adolescents. Et puis on est toujours parfois dans la surenchère émotionnelle dans les familles. Hein, ça entrave et il y a beaucoup de conséquences parfois compliquées. Mes patients viennent aussi pour apprendre à communiquer sans agressivité. Pour communiquer sans agressivité, il faut savoir écouter l'autre, lui permettre d'exprimer ce qu'il a à dire. Et même si on n'est pas toujours d'accord, chacun a ses visions, tout dépend comment vous regardez les choses. L'introspection, je rejoins Séverine aussi, c'est aussi travailler sur soi, travailler sur ce qui peut nous gêner, trouver les bonnes raisons, par exemple, pour certains, d'être en couple avec certaines personnes alors que depuis des années, ça ne fonctionne pas.
supporter aussi parfois le comportement des enfants qui ont un langage quand même assez violent, je trouve, de plus en plus, dans n'importe quelle couche sociale. Les enfants n'ont plus de limites, mais peut-être que ce sont les parents qui n'arrivent pas à leur donner des limites. Donner des limites, on n'est pas obligé de le transmettre avec agressivité, on n'est pas obligé de crier. Pour que quelqu'un puisse vous entendre et vous écouter, il faut déjà savoir baisser son intonation de voix déjà, pour que l'autre puisse se mettre au même niveau. Parce que si c'est la surenchère de qui crie et qui a raison, personne n'entend plus. Et puis, tout ce qui est aussi comportemental, puisque vous avez des personnes aussi avec des addictions, vous avez des personnes aussi qui n'arrivent pas à sortir dans la routine. Ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur du changement, ils ont peur même de manger différemment. Donc, on travaille tout ça. Ensuite, il y a des demandes de plus en plus de coaching de couple, savoir communiquer, savoir se réconcilier, préparer les séparations. Hein. Maintenant, les couples, ils viennent quand l'un ou l'autre ou les deux veulent préparer une séparation pour un divorce. Trouver sa place aussi, ainsi que ses enfants dans une famille recomposée, puisque maintenant, il y a des parties de vie. Trouver des compromis sur l'éducation des enfants, parce que vous avez aussi, chacun, nous avons tous une projection parentale totalement différente. Il y a aussi ceux qui viennent parce qu'il y a une absence d'intimité, une absence de sexualité qui provoque aussi, pour l'un ou pour l'autre, une frustration sexuelle. Ça entraîne aussi une mésestime de soi. Ça entraîne aussi une mauvaise image de sa féminité, de sa masculinité. Ne pas se sentir désiré par son compagnon, sa compagne, ça renvoie à une forme de rejet, d'être rejeté et de ne pas mériter d'être aimé. Et ça, on peut le travailler, et ça fait partie aussi de cet équilibre personnel. Si on arrive à équilibrer la vie personnelle, on est beaucoup plus libre aussi de s'épanouir aussi au niveau professionnel. Donc, il y a plein de curseurs, comme dit Séverine, il y a des curseurs, chacun est en demande. Vous avez des personnes qui sont en demande d'intimité sexuelle, mais on a d'autres pendant des années et n'ont pas cette intimité, mais une grande complicité, une très belle amitié entre couples. Donc, chacun vit différemment, chacun a ses propres besoins, chacun est unique. Voilà. Et puis, au niveau aussi, la monoparentalité, vous avez de plus en plus de personnes seules, hein, des conjoints qui ont été quelque part quittés et qui se retrouvent seuls avec des enfants. C'est très difficile à gérer aussi. Et puis, la crise d'adolescence qui est compliquée déjà pour l'ado. Il est 19h. Ah oui, ça c'est bon. Oui. C'est difficile pour l'ado de gérer tous ces changements physiologiques qu'il a. Et puis, il a cette envie de rébellion avec les parents. Donc, je les accompagne pour les aider à apprendre à s'écouter, à lâcher prise et puis communiquer mutuellement avec bienveillance. Merci beaucoup, Véronique. Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce que vous donnez comme situation. Donc, merci d'avoir été très spécifique dans les exemples de personnes qui vont vous voir et les situations. Séverine, quelles sont les problématiques que vous avez le plus souvent et pourquoi les personnes vous contactent? Alors, pour moi, effectivement, moi, je suis psychomotricienne de formation. J'ai poussé en neurosciences, sur tous les troubles de l'attention, en PNL également, c'est là où on se rejoint aussi avec Véronique dans la communication, et la sophrologie. Donc, en fait, ce spectre-là me permet vraiment de pouvoir faire un accompagnement à 360, comme j'aime le dire. Je fais de la dentelle. Chacun est différent, d'aller trouver un peu la problématique. Alors, si j'essaye de le scinder pour essayer d'être un peu clair et donner un peu des pistes, même si, bien évidemment, c'est jamais aussi clair que ça et tout est imbriqué, souvent, dans le côté plus personnel, on va être sur tout ce qui est des fois confiance en soi, estime de soi, gestion du stress aussi pas mal. Et aujourd'hui, la conjoncture fait que
ça peut, voilà, on a des montées de stress des fois un peu plus importantes, des émotions également. On a de plus en plus de personnes qui ont envie de se connaître, comme on disait tout à l'heure, de vraiment se découvrir. On en échangeait déjà ensemble dans le sens où avant on était au travail, la labeur, outil de travail, et de plus en plus notre société et l'évolution fait qu'on a plus de temps pour nous, pour nos loisirs, et on a envie d'aller introspecter un peu plus ça. Donc voilà, de pouvoir un peu guider des gens aussi à mieux se connaître, et donc du coup mieux connaître leurs besoins, leurs envies, et ça c'est important. Au niveau familial, ça va être aider des parents déjà dans le développement psychomoteur de leur enfant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui joue dans les comportements? Pourquoi mon enfant de 2 ans va se jeter à plat ventre dans le supermarché? Pourquoi mon ado peut avoir ce type de réaction-là? Pourquoi il peut y avoir des fois des difficultés scolaires? Voilà, d'aller donner un peu une lecture et guider des parents et de les aider à comprendre ce qui se passe dans le corps et dans le cerveau de l'enfant. Le cerveau n'est mature qu'à 25-30 ans, donc ça laisse de quoi évoluer et cheminer. Effectivement, il ne se passe pas les mêmes choses, et des fois, ça permet aux parents de mieux comprendre ce qui se passe pour l'enfant et du coup, adapter la communication. C'est ce que disait Véronique, de pouvoir avoir une communication bienveillante et adapter en fonction justement de la situation, et de pouvoir exprimer ses besoins. Et au niveau professionnel, j'ai pas mal de personnes salariées, mais aussi surtout entrepreneurs, qui veulent travailler leur posture, qui veulent travailler leurs freins, leurs limites, parce qu'on sait que ça peut être difficile et confrontant aussi par moment, et travailler tout ce qui est structuration et planification, pareil avec l'aide des neurosciences et de la PNL, sur comment je peux structurer pour éviter tout ce qui est procrastination et de je reporte, et parce que en fait ça me fait peur et je viens toucher à un frein et donc du coup j'y vais pas, et donc voilà, donc ça peut être un petit peu sur ces différents axes là, sachant que bien évidemment il y a beaucoup de choses qui se recoupent, c'est pas aussi scindé que ça, mais voilà, pour donner un petit peu des pistes. Oui, très intéressant, parce qu'en fait, on se rend bien compte que c'est pas si simple que ça. Et vous avez parlé de la dentelle, vous avez parlé du fait qu'on est tous uniques. Donc oui, vous avez votre spécialité, mais vous aidez la personne dans sa globalité. Et puis au fur et à mesure de l'accompagnement, il y a des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles peurs qui ressortent, mais parce que c'est la confiance aussi qui fait que les gens vous disent aussi plus de choses au fur et à mesure du temps. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment nécessaire déjà avant, mais d'autant plus aujourd'hui ce que vous faites. Et j'aimerais bien, c'est une question qui revient souvent en fait dans nos différentes conférences, et je trouve ça important pour nos auditeurs que vous puissiez partager quelques astuces et conseils que vous donnez, vous pouvez donner par rapport au fait de rééquilibrer sa vie perso et sa vie pro. Véronique. Alors, chaque demande est toujours particulière puisque nous avons tous une histoire unique. On va par exemple essayer d'identifier les résistances. Comme dit Séverine, on a des résistances, il y a la procrastination, il y a aussi l'inhibition. Des fois, les gens sont intimidés et n'osent pas. Tout ça, on va travailler un par un. J'utilise les stratégies. Moi, j'aime bien le comportemental. J'aime bien les stratégies positives. Tout ce qui est l'approche centrée sur la personne pour permettre à la personne de se sentir quelque part vivant, centré sur lui, sur ce qu'il dit, et relever l'importance de ce qu'il dit. Et ça donne une reconnaissance aux patients d'être pleinement à sa place à ce moment donné. Je fais aussi les prescriptions de tâches. Ça permet aussi d'avoir des motivations et des exercices respiratoires, qu'on se sent un peu surmené quand vous avez le petit dernier qui crie, ou votre mari, ou votre femme, et vous vous dites, bon, je ne veux pas exploser, je vais faire des exercices respiratoires, je m'isole 5 minutes, et puis
essayer de se recentrer, parce que c'est pas toujours évident de ne pas répondre à la sollicitation parfois agressive de part et d'autre. Nous sommes envahis par beaucoup de bruit et autres. On cherchera aussi les points ressources propres à chacun qui permettra de se libérer, non seulement des résistances qui vous empêchent d'avancer dans la vie, mais aussi vous libérer des relations toxiques parce que vous savez que ça ne vous convient pas et vous ne savez pas comment vous y prendre pour en sortir. Et puis il y a aussi cette dépendance affective qu'on trouve énormément, même chez des personnes de 40, 50, 60 ans, parce qu'ils n'ont pas été aimés, ils n'ont pas reçu cet amour dont ils attendaient. Peut-être qu'ils ont été aimés d'une façon, mais pas comme ils l'attendaient. Et ça provoque aussi des dépendances affectives, puisque on va vers celui qui répond à la demande. Sur le plan familial, eh bien, au sein du foyer, on va essayer de créer aussi une cohésion familiale, un esprit d'équipe qui se formera grâce à une communication libre et reconnaissante de la place de chacun. On peut avoir 3 enfants, mais qui penseront complètement différemment, qui auront une personnalité totalement différente. Et beaucoup trop de parents pensent qu'une fois que l'enfant est sorti du ventre de la mère, il doit ressembler à son père ou à sa mère. Non, non. Si vous demandez à 3 enfants différents de vous raconter l'histoire de la famille, ils auront 3 visions totalement différentes. Et vous allez vous poser la question, est-ce qu'ils vivaient vraiment dans le même foyer? Et donc ça, c'est important. Il y a aussi les malentendus. Et ça me tient à cœur. Il faut pouvoir, surtout quand on entame un travail thérapeutique familial, il faut pouvoir, surtout vouloir, crever les abcès émotionnels, crever ce qui fait mal. En toute humilité, on ne va pas chercher qui a tort, qui a raison. Ce qui est important, c'est gagnant-gagnant, qu'il y ait un bénéfice de part et d'autre. C'est ça qui est important. Par exemple, il n'y a pas longtemps, une ado de 14 ans me disait, mais elle m'expliquait, Véronique, je ne peux pas aller me coucher si je suis fâchée avec maman. Il faut vraiment que j'aille voir maman et que je me fasse pardonner, qu'on se parle, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et donc, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on est dans une société, mais on fait partie aussi de la société, où on veut toujours avoir raison, même si on sait pertinemment qu'on a tort. Et ça, c'est important aussi, d'avoir cette humilité, d'avancer vers l'autre, d'aller à la rencontre de l'autre et d'accepter la différence de l'autre. Alors, l'accompagnant d'un tiers comme le médiateur, le thérapeute ou le coach peut vous aider à exprimer vos ressentis pour mieux les dénouer. Sur le plan professionnel, ne vous est-il jamais arrivé de vous sentir exclu? Moi, j'ai des clientes qui se sentent exclues, ils me disent, on ne me parle pas, je suis à mon bureau, elles sont toutes en train de se parler entre elles. Et moi, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, personne ne me parle. Mais si j'interpelle la personne en lui disant, mais qu'est-ce que vous attendez qu'elle vienne vers vous? Mais pourquoi vous n'allez pas vers elle? Peut-être qu'elle-même, là où elle se pose, elle se dit, elle est un peu imbue d'elle-même, on la laisse de côté. Et c'est pour ça que je dis, c'est vrai que les machines à café, les pauses cigarettes, sont faites aussi pour les échanges informels. Donc, il faut profiter justement pour partir à la rencontre de l'autre. Et partir à la rencontre de l'autre, c'est aussi partir à sa rencontre et s'ouvrir. Merci beaucoup Véronique. J'allais vous dire que les pauses café virtuelles, c'est un petit peu plus challenging, mais bon, j'ai l'impression qu'en France, ça repart et que ça va revenir, mais voilà, j'ai eu des belles histoires aussi finalement. J'ai entendu pas mal de belles histoires de happy hour et de finalement beaucoup mieux connaître ses collègues grâce à ce travail à la maison. Donc, j'imagine que ça peut aider aussi certaines personnes que vous accompagnez ou pas. Mais ça, après, c'est des histoires individuelles. Je voulais savoir, Séverine, du coup, quelles sont pour vous les astuces et conseils que vous pouvez donner à nos auditeurs sur l'équilibre vie pro et vie perso? Oui. Alors, je vais rebondir justement sur le happy hour Zoom. Du coup, tant qu'à faire, je me dis, parce que
effectivement, ça vient rejoindre la ressource dont je parlais tout à l'heure, où pour avoir un équilibre, il faut vraiment trouver entre énergie et ressources, trouver ce qui nous convient. Et il y en a effectivement qui ont des difficultés dans le côté relationnel, qui ont besoin de ce relationnel. Moi, je l'ai beaucoup vu là en confinement. Des gens qui se disaient, on se retrouve isolés, j'ai plus mes amis, j'ai pas ma famille à côté. Et c'était ma ressource et c'est difficile. Et donc, on démultipliait des Zooms apéros. Donc, en France, je ne sais pas ailleurs, mais il y a une consommation d'alcool qui a été démultipliée, je ne sais plus de combien de pourcents, mais effectivement, avec tout ça, donc ça peut faire des pauses café ou autres, mais voilà, ça peut faire partie des ressources pour certains, pour d'autres, ça a été plus complexe parce que justement, on l'a vécu plus comme un isolement. Donc, c'est là où effectivement, voilà, c'est plus ou moins complexe en fonction des personnes. En astuce comme ça pour les auditeurs, je dirais de vraiment, alors en termes personnels, de connaître justement ses ressources, d'aller essayer de se dire, tiens, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me fait du bien et comment je vais pouvoir y mettre un peu de temps. Des fois, il ne suffit pas d'avoir beaucoup de temps. On dit souvent, il vaut mieux de la qualité des fois que de la quantité. Et c'est ça, c'est de se dire, ok, je ne sais pas, moi, mon bien-être, je parlais avec une cliente qui me disait, mais moi, je dévorais des livres quand ils étaient à l'école, quand ils n'étaient pas là, quand ils étaient à l'activité. Ou même, elle disait, je déposais mon fils à son activité, j'avais mes 3/4 d'heure dans la salle d'attente. Mais qu'est-ce que je les aimais, ces 3/4 d'heure, avec mon bouquin, parce que j'étais tranquille, je n'étais pas à la maison en train de faire le repas ou autre. Et je n'arrive pas à retrouver ça. Et donc, c'était de se dire, ok, comment on peut essayer de voir avec vous, dans votre organisation, est-ce qu'il y a un moment où vous arrivez ou à passer le relais ou à vous octroyer ce temps de lecture peut-être familial. Chacun, voilà, elle avait des plus grands, donc c'était aussi possible de se dire, voilà. Et pourquoi pas se faire partager des histoires également. Voilà. On est toujours en créativité, des fois en réinvention, mais d'aller trouver ses ressources et de savoir comment les réadapter peut-être là maintenant, mais de trouver ça, que ce soit corporel. Généralement, on a un peu 3 axes. Il y a vraiment le côté corporel où je vais faire du sport, je vais me faire un massage. Il y en a pour qui c'est important. Voilà. En tout cas, plutôt centré sur le corps. Il y en a qui vont avoir besoin d'un côté un peu plus créatif, de la musique, du chant, des loisirs, ou un peu plus spirituel, ou de la méditation, des choses comme ça. Voilà. On est tous différents et on n'a pas les mêmes besoins. C'est pour ça qu'il y a la copine qui va dire oh, mais moi, je rêve d'un bon massage. Et il y en a une qui va dire mais moi, pas du tout. Moi, j'ai juste envie d'aller faire un footing et ça va me faire du bien. C'est OK. Et chacun trouve sa ressource, en tout cas, pour pouvoir venir se renourrir. En conseil aussi comme ça qui me venait là, c'est de se dire développer aussi l'empathie chez les tout petits, des tout petits, de pouvoir exprimer son besoin, exprimer les choses par rapport à son besoin, parce qu'on est effectivement des fois beaucoup dans l'injonction. Je veux que tu ailles mettre ça, je veux que tu fasses ça, fais ci, fais ça. L'enfant ne lui voit pas l'intérêt derrière, il ne comprend pas. Pour lui, un enfant, ranger ses chaussures, ça n'a pas d'intérêt, ranger sa chambre, ça n'a pas d'intérêt, parce que tout ce qui n'est pas sous ses yeux, lui, il n'a pas l'image mentale comme nous au départ. Donc, s'il l'a sous les yeux, au moins, c'est plus facile. Et ça va pouvoir exprimer son besoin derrière en disant, voilà, moi, j'ai besoin de ça parce que c'est important pour moi. Je ne sais pas que ce soit rangé. On parle... Moi, j'ai des ados à la maison. Donc, les chaussures dans l'entrée. J'ai plus le cartable dans l'entrée, mais pendant longtemps, les chaussures et le manteau qui traînaient, mais en disant, voilà, mais on s'en fiche, on va les remettre dans 2 heures. Oui, mais voilà, moi, mon besoin, c'est que ça puisse être rangé parce que quand je rentre chez moi à la maison, eh ben, le fait d'avoir une maison rangée et propre, ça m'apaise. Il y en a d'autres, ce n'est pas du tout un besoin. Donc, c'est là où quand on va pouvoir mettre ensemble nos besoins dans la famille, eh ben, on va pouvoir combiner. Mais il faut aussi entendre le besoin de l'enfant de se dire j'ai juste besoin de terminer ça quand on va lui demander de tout de suite maintenant faire les choses parce que lui aussi il aime bien terminer, ou cet ado qui aussi a besoin il y a 50% de dépression de l'ado en plus là avec le confinement et c'est plutôt exprimé en disant c'est le fait d'avoir les parents sur le dos qui est le plus complexe parce qu'effectivement ils ont aussi juste envie qu'on leur fiche un peu la paix. Et donc voilà, donc de trouver un entre-deux et aller pro, comme j'ai fait vie perso, vie pro, vie familiale,
En termes de planification, j'ai souvent cette demande-là de avoir du mal à se projeter, savoir comment organiser, quoi faire, le travailler en planification. Si des fois des entrepreneurs, ça va être OK, qu'est-ce que je veux dans 5 ans, leur découper en 2 ans, 1 an, 6 mois, et du coup en objectif à la semaine. Et du coup, ça permet de venir cocher entre les cases et avoir cette satisfaction de dire OK, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et donc, voilà. Véronique parlait tout à l'heure des tâches familiales. Ça fait du bien aussi de se dire check, c'est bon, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça soulage d'un poids et psychologiquement, ça permet des fois de se sentir plus léger. Voilà des petits conseils comme ça pour nos auditeurs. Merci Séverine. Oui, c'est bien, c'est précis. J'aime beaucoup ce que vous dites. Je pense que ça va beaucoup aider les personnes qui vont se retrouver dans ce que vous dites. Quand on avait préparé la conférence, on a abordé aussi le côté de la gestion du temps. Parce que finalement, qui dit équilibre, finalement, on a tous un certain nombre d'heures et pour le coup, tout le monde est tous égaux par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus déjà sur la gestion du temps et de l'organisation? Comment est-ce que vous abordez ça? Et quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos auditeurs sur ce sujet? Donc, Véronique. On avait beaucoup ri avec Séverine parce qu'elle me trouvait un peu trop très carrée sur l'organisation. Et c'est vrai que mes enfants sont adultes, mais j'ai toujours fonctionné comme ça, mais ça permet aussi de trouver des temps de liberté. Alors pour ma part, une bonne organisation permet de mieux appréhender la vie quotidienne parce que le matin, entre les levées difficiles, les douches, le petit déjeuner, les enfants qui ont oublié de ranger leur cartable. Parfois, on s'aperçoit que la poésie n'a pas été apprise, donc on mange en même temps et qu'on apprend le téléphone qui sonne, un dossier client à revoir. Cela vous met tous les matins, et beaucoup de parents me disent, dans un état d'asphyxie permanente. Tout ce sentiment de dépassement de soi et de fatigue chronique qu'on n'arrive pas à récupérer. C'est pour ça que je conseille quand même une bonne organisation, la gestion du temps, c'est important, en tout cas pour ma part. Je vois toujours des bénéfices. Mes conseils, c'est chaque membre de la famille peut participer, doit participer. Moi, je les fais participer dès 4 ans. Vous avez des meubles IKEA avec des systèmes de rangement pour les jouets, même d'un petit de 4 ans, qui sont très efficaces. Il faut l'habituer à faire. Et les enfants, ça les valorise aussi de faire partie de cette famille, ça les valorise aussi de participer. C'est ça la cohésion familiale pour ma part. Donc, comme personne, et c'est ce que je dis souvent aux ados, je leur dis, mais contrairement à ce que vous pourriez penser, les parents n'aiment pas faire le ménage et ils n'aiment pas ranger. Donc, si chacun y met du sien et range, on prend et on range au fur et à mesure, on gagne du temps. Si les chambres sont rangées, les cartables, la mise de la table du petit déjeuner la veille, et puis on prépare tous les vêtements, on gagne du temps. Et c'est là où on apprend, on devient quelque part un artiste du temps. Alors, moi, je dis toujours, souvent on me dit, oui, j'ai regardé un film jusqu'à 2-3 heures du matin, je me suis levée à 6 heures du matin. Mais si on fait ça toute la semaine, on est crevé. Et puis, en prenant de l'âge, ça ne s'arrange pas. Donc, l'équilibre du sommeil est important. On doit dormir surtout les adultes, entre 6 à 8 heures. Bon, certains me diront 5 heures, 4 heures, ça leur va. Mais cumulé sur une semaine ou sur un mois, on le porte sur soi. Ensuite, je conseille aussi, si vous aimez cuisiner, moi je dis toujours, si vous aimez cuisiner, faites-en toujours un peu plus. Faites-en toujours un peu plus. Pour faire des réserves dans les Tupperware au congélateur. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie de cuisiner. Il y a des jours où on a envie d'enlever ses chaussures et s'asseoir sur le canapé. Et il ne faut pas culpabiliser. Ça, c'est important. Ensuite, parfois, beaucoup me font rire parce qu'ils me disent oh, j'ai vu le panier de linge rempli, rien qu'à le voir, je déprime. Lancez les machines toute la semaine, au fur et à mesure, pliez les linges.
Ne laissez jamais des linges déborder. Parce que plus vous allez le voir, plus il faudra le faire, plus il faudra le faire, plus ça va vous alourdir. Et c'est ça les contraintes personnelles, pour ma part en tout cas. Alors, moi, je recommande cette citation, ce qui est fait n'est plus à faire. Et aussi, la procrastination est très mauvaise conseillère. Alors, comme on avait dit avec Séverine, on note sur un post-it une liste de tâches accessibles. On part au bureau, on a une liste de tâches, par exemple rendez-vous pédiatre, téléphoner à EDF, dossier à tel, et puis on fait les choses et on check. Comme dit Séverine, ben, quand vous avez fini votre liste et que vous mettez à la poubelle, c'est une satisfaction parce qu'on ne parasite plus la tête. Parce qu'on a toujours tendance à dire « Ah, faut pas que j'oublie, ah, faut pas que j'oublie, ah, faut pas que j'oublie », mais à force, on explose et on a moins de temps pour soi. Donc voilà, moi je suis plutôt pour les rangements, pour l'organisation, mais au fur et à mesure, hein, au fur et à mesure. Comme ça, on prend un verre, on le range. Et ça, c'est mieux, c'est mieux. Merci beaucoup, Véronique. Séverine, quels sont vos conseils, vous, autour de la gestion du temps et de l'organisation, vous pouvez nous donner? Oui, donc effectivement, c'est un sujet où on a longuement échangé avec Véronique parce que c'est ça qui est top, c'est qu'on est tous des personnes différentes. Et oui, je parle aussi d'organisation, mais je parle, alors comme à chaque fois, hein, on est tous des personnes différentes avec des fonctionnements différents. Il y a des gens qui aiment l'organisation, il y a des gens qui aiment les choses carrées, qui aiment les plannings. Et dans ces cas-là, on va travailler sur les gestions, les plannings. Des fois, ce n'est pas souvent justement ceux-là qui ont le plus de difficultés en temporalité. Et encore, justement, c'est ça à voir. Et il y en a d'autres où ils ont cette envie, quoi. Ils ont cette envie. Ils ont ce besoin de faire de la dernière minute. Il y a des gens qui aiment travailler dans l'urgence. Oui. Et donc, le fonctionnement du cerveau est comme ça aussi depuis longtemps. Et demander à quelqu'un qui a toujours fonctionné dans l'urgence de faire des listes, d'anticipation, de prévoir et tout, moi, par expérience, ça marche moins bien. Ça va tenir quelques jours avec la satisfaction de « ouais, c'est fait », mais sur le long cours, ça ne correspond pas à ce qu'ils sont. Donc forcément, c'est plus complexe. Donc moi, c'est vrai que la gestion du temps, ça va être de se dire « ok, comment vous fonctionnez ? Qu'est-ce que vous gérez ?» À partir du moment où il n'y a pas de problématique, c'est ok, quelqu'un qui travaille toujours dans l'urgence et qui a un dossier à rendre, j'en sais rien, le lundi à 8h et qui se le fait dans la nuit de dimanche de 23h à 7h du matin parce que c'est sa manière de fonctionner et que ça ne lui pose pas de soucis, pour moi, c'est ok. Si la personne elle commence à se dire « j'en peux plus de ce fonctionnement, ça m'épuise, c'est compliqué, je ne sais pas comment le gérer », là, on va réfléchir à d'autres méthodes. Souvent, moi, ce que je rencontre, ce qui est plus complexe, c'est qu'on a tous une temporalité et on se met en couple, on a des enfants, on a une organisation et là, on met les temporalités de tout le monde et là, c'est un peu plus challenging parce que forcément, quand on était de la dernière minute et qu'on a un pique-nique le lendemain pour les enfants et qu'on n'a pas pensé à prévoir de quoi faire le pique-nique ou de réviser, là, ça devient complexe. Donc, effectivement, c'est de se dire comment on peut toujours bouger nos curseurs pour arriver à trouver une temporalité un peu commune et que la temporalité des uns n'interfère pas trop justement sur la temporalité des autres. Et ça me fait sourire parce que moi qui étais en direction de crèche pendant des années, moi je les mets au boulot dès 15 mois, 12-15 mois, avant 4 ans. Parce que en fait, ils sont dans l'imitation et ils n'ont qu'une envie, c'est de faire pareil que papa, maman, que pareil que grands frères et sœurs. Généralement, c'est waouh, c'est le modèle. Donc, ils ont envie de faire pareil. Mais appuyons-nous là-dessus. Appuyons-nous justement sur cet enfant qui a cette empathie normalement naturelle, qui a envie d'aider, qui a envie de faire. Et donc, justement, c'est ok, on peut étendre du linge avec un enfant qui nous donne les pinces à linge. On peut mettre les affaires sales dans un panier à linge. On peut sortir on peut donner des couverts. On ne va peut-être pas donner les verres en verre. Et encore, des fois, ça dépend justement. Ça apprend aussi les responsabilités que si on fait tomber un verre en plastique, ça ne casse pas, mais un verre en verre, ça casse. Donc, on apprend tout ça également.
Et on vit dans un monde où on n'a pas le temps et les enfants vivent souvent dans un monde de parents qui n'ont pas le temps. Combien de fois un enfant entend le matin « dépêche-toi, 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 dépêche-toi ». Parce que justement, on n'a pas pris en compte cette temporalité. Je l'ai vécu aussi en tant que parent. Je me suis vue un matin dire à mon petit bout de chou, je crois que mon deuxième devait avoir peut-être 6-7 ans et je voyais qu'on allait être en retard à l'école. Et à un moment donné, je lui fais, mais s'il te plaît, dépêche-toi. Et là, il me fait, mais maman, mon caca, il sort pas plus vite. Et là, j'ai pris vraiment, ce jour-là, désolée pour le truc, mais j'ai pris un état de conscience de me dire, ouais, en fait, on va jusque là. C'est-à-dire que j'étais en train de lui dire qu'il faisait pas caca assez vite, quoi. Et qu'on allait être en retard à l'école. Et donc, c'est là où c'est important, comme disait Véronique, si vraiment tous les matins c'est trop compliqué, si voilà, ça met vraiment en difficulté, bah, ça peut, effectivement, on peut réfléchir à des réveils un peu plus tôt, on peut préparer des affaires la veille. Moi, je ne sais pas faire préparer mes affaires la veille, mais il y en a pour qui ça va fonctionner. Voilà, on peut trouver des systèmes qui correspondent à chacun, qui permettent d'agencer un peu tout ça. Et merci beaucoup Séverine, c'était le moment, le moment anecdote, mais vous avez complètement raison. Et surtout, comme vous dites, vous proposez un panel d'astuces et de conseils, mais ensuite chaque personne est différente. Il faut trouver celui qui me correspond, mais c'est vrai que si on ne nous l'a pas dit, parfois on ne peut pas deviner. Donc c'est aussi votre rôle de montrer entre guillemets l'étendue des possibles aux personnes et leur dire il y a ça qui existe, il y a telle technique, c'est ce que je pratique plutôt sur la partie carrière et business, mais on peut faire des plans, on peut faire plein de choses, mais c'est vrai qu'après s'il y a un carnet qui fonctionne mieux avec l'une, l'autre c'est peut-être la gratitude. Voilà, chacun est différent, mais notre rôle c'est de proposer des solutions et puis de voir et de s'adapter quand même aux besoins de nos clients. Vous accompagnez du coup toutes les deux des parents au quotidien. Est-ce que vous pouvez en quelques mots décrire votre pratique, votre pratique de coaching ou votre pratique de médiatrice ou dans ces moments, sans forcément aller dans les détails de situations spécifiques, mais est-ce que vous avez une méthode et comment est-ce que vous travaillez, Véronique ? Oui, alors cela peut passer par une démarche de résolution de problèmes, comme aussi une demande de conseils pratiques. Hein. Chaque individu est complètement différent et les demandes sont diverses. Hein. Ça passe aussi par le besoin d'apprendre à écouter. Généralement, c'est quand plus personne n'écoute dans la famille, eh bien, qu'il y a cette démarche hein, d'apprendre à écouter, pour se parler. Et c'est important de donner des temps d'écoute aux parents comme aux enfants pour soulever aussi. Parfois, on se rend compte qu'il y a des leviers de résistance émotionnelle, des colères qui sont un peu larvées, des tons agressifs, des incompréhensions, mais parfois, c'est juste des toutes petites choses. Parfois, quand chacun a le temps, souvent je dis aux parents, Madame Attel, est-ce que vous acceptez que votre fils ou votre fille parle à cœur ouvert, sans retenue? Et ça, c'est important pour l'enfant d'entendre, oui, il peut parler, ne t'inquiète pas, je ne te gronderai pas. Tu es là, ici, pour parler, et moi, je suis là pour t'écouter. C'est une reconnaissance pour l'enfant. C'est important de pouvoir dire, eh bien, tu vois, là, maman, l'autre fois, tu m'as grondé alors que je n'avais rien fait. Je n'ai pas compris. Et c'est là où on peut rentrer dans les explications. Alors, je ne dirais pas justification, parce que je trouve que justification, trop de justification tue la justification. Mais parfois, on se dit, eh ben, désolé. Et quand un enfant entend ses parents dire, désolé, je m'excuse, je n'avais pas compris, déjà, c'est bien pour eux, pour la famille. Ensuite, comme dans tout travail thérapeutique, eh bien, c'est important et c'est même vital qu'il y ait une vraie volonté commune de sortir des conflits et de les dénouer, parce que l'équilibre personnel passe par là, par des relations apaisées. Alors, j'utilise des outils comme la médiation, la thérapie comportementale, la communication non violente, la PNL et l'hypnose.
Et puis, comme je disais, et ça, on se rejoint aussi avec Séverine sur les prescriptions de tâches pour chaque âge. Et je trouve que ce sont des petits challenges à relever qui amorcent un processus. Parce que quand on relève quelque chose et qu'on voit le bénéfice, eh bien, on a envie de faire des petits pas, même si ce sont des tout petits pas, chaque jour ou une fois par semaine, on amorce quelque chose. Et puis on se dit, ah, j'ai réussi. Ah, si je savais, je l'aurais fait depuis longtemps. Combien de fois qu'on le dit? Eh bien, c'est libérateur et puis ça élève l'estime de soi. Parce que l'estime de soi donne de la force. Merci Véronique. Et vous, Séverine, comment est-ce que vous accompagnez les parents au quotidien? Alors, moi, j'ai une partie où il y en a qui vont me contacter directement parce que je suis sophrologue et qui veulent contacter une sophrologue et c'est déjà, ils ont déjà cette connaissance-là et ils ont envie. Donc voilà, j'ai cette partie-là. Et sinon, ça va être des fois sur une problématique vraiment spécifique d'un coaching où ça va être, j'en sais rien, c'est plus possible, j'arrive plus à gérer mes émotions, je me mets tout le temps en colère, ou j'arrive pas à faire ce que j'ai envie parce que je me sens bloquée, ou au niveau des enfants. Et donc, ça va être tout le temps que ce soit par Zoom, ce que je fais aussi pas mal, ou en présentiel, ça va toujours déjà de se prendre un temps et d'aller dénouer un petit peu tout ça, d'aller dégrossir quelle est la demande, quelle est la difficulté, parce que des fois, ce qu'on ressent en premier lieu, en cherchant un peu et pas forcément la problématique de fond, et de se dire, ok, est-ce que j'ai, voilà, comment j'ai envie d'avancer. Et après, il va y avoir différentes choses, ça peut être de la guidance, ça peut être de l'accompagnement, ça peut être aussi des outils très concrets et des discussions concrètes. Je le vois beaucoup pour les enfants où on a beaucoup de parents qui connaissent pas forcément, ça s'apprend pas, je dis le métier de parent, fait comme on peut, on fait pas toujours ce qu'on veut. Et quand l'enfant, pour reprendre l'image de Véronique de tout à l'heure qui sort du ventre de la maman, on n'a pas le manuel avec et qui va nous expliquer comment ça va se passer à chaque étape et à chaque ligne. Et en plus, c'est ce qu'on disait, on va en avoir un deuxième et c'est pas le même manuel en plus. Donc voilà. Mais il y a quand même des choses dans le développement de l'enfant qui se retrouvent. Et donc de pouvoir guider les parents sur qu'est-ce qui se passe pour l'enfant à ce moment-là, dans son développement, permet souvent de mieux comprendre aussi ce que l'enfant exprime. Et donc du coup, de communiquer, de savoir ce que je peux lui demander ou pas lui demander. On parlait des tâches également. Est-ce que je peux demander à mon enfant de 4 ans de faire ça ou à mon ado ou autre. Et donc de pouvoir trouver ensemble, ça peut être des techniques de communication, quand des fois, dans le couple, dans sa vie personnelle, on a du mal à pouvoir exprimer les choses ou à les communiquer ou exprimer nos besoins, ce que je disais tout à l'heure. Ça va être dans tout ce qui est communication non violente, de savoir un peu comment exprimer les choses. Et ça peut être aussi des outils très concrets, des outils de planification, des outils que ce soit vie personnelle, mais aussi entrepreneur ou professionnel, de comment organiser les choses, comment les planifier. Ça va effectivement, il n'y a pas une réponse type parce qu'il n'y a pas une personne type et il n'y a pas un accompagnement type. Et c'est ça que j'aime, surtout moi dans mon métier. C'est-à-dire que je n'ai pas un protocole où chacun, hop, je vous donne le truc. Pas du tout. C'est-à-dire que même le nombre de fois où on va se voir va être déterminé en fonction de ce qui se passe également. Et j'ai une casquette aussi formatrice. Donc, j'ai des gens qui ont suivi mes formations, mes conférences et qui viennent me voir derrière pour creuser des fois une problématique. Donc, Merci beaucoup, Séverine. Pour entre guillemets, conclure, j'ai une question qui va nous permettre un peu de remettre à plat tout ce qu'on s'est dit. Est-ce que vous pouvez nous dire, Véronique, qu'est-ce qui vous paraît important à mettre en place pour garder au mieux un équilibre vie perso et vie pro et vos techniques, histoire qu'on ait… Bien sûr, bien sûr. Alors, comme nous sommes tous uniques et chacun est unique, soyez conscients aussi du chemin que vous avez réussi à parcourir plutôt que le chemin à parcourir. Donc, finalement, regardez le verre à moitié plein.
C'est important aussi d'avoir des rêves et des projets accessibles pour pouvoir mettre en pratique. Parfois, on n'est pas toujours au top de sa forme. Eh bien, c'est le moment de s'écouter, d'écouter son corps, de se mettre au vert, comme on dit, et puis aussi l'expression de ses ressentis. Il faut pouvoir y mettre des mots, et du fait de mettre des mots, on guérit parfois, hein, c'est, en exprimant ce qu'on ressent, ça libère. Ensuite aussi, je dirais, lorsque vous éteignez votre portable, puisqu'il y a énormément de personnes qui dorment avec leur portable, vous pouvez parfois être interpellé sans cesse par des notifications qui finalement, ce sont plutôt des publicités que de vraies urgences. Sachez l'éteindre pour privilégier les moments avec votre famille, avec votre conjoint. Je ne dis pas de l'éteindre tout le temps, mais 1 heure, 2 heures ou 3 heures, comme dit Séverine, ce qui est important, ce n'est pas la quantité, mais la qualité relationnelle qu'on peut déjà même se donner à soi vis-à-vis de l'autre, hein, c'est important. Il y a toujours un effet miroir, hein, donc ça c'est important. Ensuite, privilégier aussi les repas en famille. Alors c'est vrai que parfois certains parents rentrent tard, les enfants ont mangé, bon, eh bien c'est pas grave, mais privilégions au moins de temps en temps, le plus qu'on en peut, les repas de famille, parce que les enfants ils grandissent très vite. Moi, les miens, ils ont 32 et 35 ans. Voilà, quoi, j'ai l'impression d'être sortie de la maternité il n'y a pas si longtemps, limite. Voilà, donc profitez de ces moments, profitez, on ne sait pas la vie. Et quand vous vous sentez dépassé dans votre vie personnelle, si vous ne vous sentez pas dépassé justement dans cette vie, vous pouvez aussi vous concentrer sur votre vie professionnelle pour vous y épanouir, parce que la vie professionnelle est importante, surtout lorsqu'on fait des métiers que nous avons choisis. Et ça, c'est une chance de pouvoir choisir les métiers que nous faisons. Et malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas ce choix. Donc, essayons d'équilibrer au mieux de ce que nous pouvons notre vie personnelle pour que ça n'entrave pas la vie professionnelle et vice-versa. Voilà, un équilibre comme on peut. Merci beaucoup, Véronique. Et vous, Séverine, voilà, pour avoir une dernière question et aider nos auditeurs, qu'est-ce qui vous paraît important à mettre en place pour garder au mieux un équilibre vie personnelle et vie professionnelle, et quelles sont vos techniques? Oui, alors, je reprends, hein, mais pour moi, c'est la base dans le système où je parlais tout à l'heure de ce fameux engrenage avec un peu tout. C'est de repérer où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire que forcément, quand on est parent d'un tout petit qui a 0-2 ans, forcément, le rôle de maman va prendre beaucoup de place, ou de papa, parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et c'est normal, c'est-à-dire que ça va des fois venir tirer un peu ce système d'engrenage, ou au contraire, on vient de changer des fois de poste, on vient de reprendre un nouveau boulot, on vient de changer, et du coup la part pro forcément va venir tirer aussi un peu plus et prendre plus de... Tout ça c'est ok, et c'est déjà se retirer la pression. On est dans une société où on se met beaucoup la pression. Il faut moi je l'entends tellement en disant mais il faut que en tant que femme je sois bien, que ma silhouette elle soit nickel, que je sois bien apprêtée, que je sois bien habillée, que je sois épanouie, que je sois une bonne maman, que que j'ai une maison qui soit nickel. Il faut que je fasse les repas à la maison, qui soient bio, que en plus j'ai une vie de couple épanouie, que j'aille faire du sport, qu'il faut que en plus j'ai une activité à côté, que les enfants fassent des activités extrascolaires, que au niveau professionnel je sois bien, que je remplisse mon dossier, que je puisse évoluer, que je sois envie. Waouh, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est juste humain et que on s'en demande des fois un peu trop, et on se met la barre là. J'ai l'image de Desperate Housewives à l'instant dans ma tête, où on a des modèles typiques de choses, où on rentre dans des stéréotypes. Non, c'est de se dire, ok, moi c'est quoi qui est important pour moi,
c'est quoi qui est important dans ma structure familiale. Et c'est OK. Et ce que disait Véronique, si ce soir, j'ai pas envie de faire le repas hyper élaboré, machin, et que je vais sortir quelque chose qui était au congèle ou je vais faire un repas plus vite fait, c'est bon. Voilà. Ce soir-là, on a un dossier à rendre, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Est-ce qu'on peut décaler le bain des enfants, quoi? Si c'est vraiment le moment qui prend 3/4 d'heure et qui est un moment de cris et de hurlements à chaque fois parce que c'est compliqué et autres, est-ce qu'on se le rajoute là maintenant? Voilà. Donc, c'est ça, c'est de se dire, peu importe nos priorités, nos besoins à chacun, et on est tous différents. Il y en a qui me diront oh, sauter un bain, c'est pas possible, j'aurai des hurlements. L'autre qui dirait le repas, j'aurai des hurlements. Chacun est différent, d'accord? Donc, trouver son propre équilibre, trouver ce qui est important pour soi et de pouvoir justement y aller progressivement. Si je peux donner un conseil aussi, alors Véronique parlait d'écrire. Alors moi, j'ai été Madame Post-it aussi pendant des années, sauf qu'à un moment donné, il y en a partout et je m'y retrouve plus. Et pareil, on a un tas de Post-it où on a mis une info et voilà. Moi, j'aime bien maintenant les petits carnets qui tiennent dans le sac à main. Et effectivement, ça permet de se vider la tête. Oh, dans la journée, tiens, j'ai oublié de penser, il fallait absolument que je prenne rendez-vous pour le médecin, pour machin. On l'écrit. Ça évite d'avoir 50 fichiers ouverts dans sa tête toute la journée et qu'on rentre le soir et qu'on se dit oh, j'ai pensé à 3 trucs au boulot, je ne sais plus qu'est-ce qui était. Noter tout simplement dedans. Et alors moi, je stabilote après aussi en fonction des urgences et des priorités. C'est-à-dire que j'ai des codes couleurs et ça marche plutôt pas mal. J'ai pas mal de clients qui me disent ça marche bien de se stabilo-bosser, puis à un moment donné, effectivement, je raye la page. À ce niveau-là, de pouvoir, moi j'aime bien les 3 petits bonheurs du jour. Et ça, on peut se faire aussi avec des tout petits. Arriver à voir ce qui est positif et pas voir toujours que le négatif et ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on aurait dû faire. Et pourquoi on n'a pas fait ci, et pourquoi on n'a pas fait ça, et qu'on n'a pas rendu ci. Parce que ça ne nous aide pas à trouver notre équilibre. Et donc, effectivement, moi, j'aime bien les 3 petits bonheurs. Quand on éduque les enfants dedans, c'est juste magique. On peut se les partager le soir en disant qu'est-ce qui nous a rempli de gratitude, qu'est-ce qui nous a fait du bien. Ça peut être un lever de soleil, la petite mamie ce matin que j'ai laissé passer au passage piéton et qui m'a fait oh, merci, voilà. Et ben voilà, ça m'a fait chaud au cœur et ça fait partie de mes petits bonheurs du jour. Et du coup, les enfants, ça leur permet aussi de voir ce qui a été bien dans la journée et de partager et de se rendre compte qu'effectivement, alors là encore plus en confinement, on a vécu sous le même toit, plutôt la même journée, mais qu'en fait, on n'en ressort pas du tout la même chose. Et c'est ça aussi qui est hyper intéressant. Donc voilà, sur des petites choses. Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses, donc j'espère que les auditeurs aussi ont appris beaucoup aujourd'hui. Je voulais terminer déjà en vous remerciant. Merci beaucoup Séverine, merci beaucoup Véronique pour votre participation. C'était vraiment très intéressant. Bon, les auditeurs peuvent vous retrouver sur l'application et je voulais terminer pour vous par une dernière question sur votre vision du coaching. Et pour vous, quel est l'intérêt d'une plateforme online comme My Private Coach App, Véronique? Alors, j'ai rejoint My Private Coach parce que je trouvais que c'était une plateforme innovante. En France, je crois qu'il n'y en avait pas du tout. Donc, et je pense que cette plateforme a pensé justement à la gestion de l'équilibre personnel et professionnel. Ça permet aussi aux patients, aux clients de pouvoir joindre n'importe quel coach, n'importe où dans le monde, ne plus avoir à se déplacer, comme aussi le coach, ça lui permet aussi de travailler là où il veut. Donc voilà, je trouve que c'est un gain de temps. Et puis, il y a un panel de coachs complètement différents. Nous sommes, comme Séverine, nous sommes très complémentaires aussi. Et en même temps, on est différentes, mais toujours avec le même objectif,
de satisfaire le client, d'apporter de la bienveillance, d'apporter de l'écoute, notre activité se rejoint. Donc, je pense que My Private Coach répond peut-être à ça, et on verra avec le temps ce sas d'écoute privilégié, hein, pour les clients. Merci beaucoup, Véronique. Et vous, Séverine, quelle est votre vision du coaching et l'intérêt de la plateforme pour vous? Alors, la vision du coaching, c'est vraiment toujours l'accompagnement personnalisé, trouver avec chacun ce dont il a envie et ce dont il a besoin pour trouver effectivement, là par exemple, cet équilibre vie pro, vie perso, d'aller pouvoir avancer sur les problématiques et de se dire que voilà, la client a pu… oui, je pense qu'on va dans ce genre d'accompagnement et de métier parce qu'on a aussi envie d'aider les autres, de pouvoir les aider à trouver aussi leurs solutions, parce que pour moi, ça, c'est important. Je ne suis pas de donner des solutions calquées, toutes faites et à appliquer, mais vraiment aider chacun à trouver ses propres solutions. Et cette application, je trouve ça super parce que ça permet de mettre en relation, justement entre les personnes qui ont besoin d'avoir un coaching, qui soit dans différents domaines. C'est-à-dire que là, on parle de cet équilibre vie pro, vie perso, mais tout au long de la journée, il y a un nombre de coachs impressionnant avec des domaines de compétences hyper complémentaires. Et donc, ça permet de répondre vraiment à chaque problématique et à chacun de pouvoir trouver ce qui lui correspond en termes de besoins et le profil aussi de personnes, parce qu'on sait que ça se fait aussi au feeling et dans l'accompagnement, et donc ça permet cette mise en relation-là qui peut se faire à distance. Moi, j'aime beaucoup ce travail-là que je faisais déjà avant le confinement et qui s'est accentué pendant le confinement, parce que les gens, bien souvent, me disent « je suis chez moi » ou dans un lieu où ils se sentent bien, où ils se sentent à l'aise, et ça permet justement de se sentir rassuré. Et donc, des fois, la parole se débloque un peu plus, des choses peuvent se dire. Même en termes familial, j'avoue, sur le coup, je m'étais posé un peu la question. Et des fois, quand papa, maman regardent l'écran et que l'enfant regarde l'écran, ça permet de se dire des choses sans des fois se regarder droit dans les yeux. Et c'est peut-être plus facile parce qu'on est côte à côte, mais pas complètement à se regarder. Ou au contraire, ça renoue des liens. J'aime ça aussi. Et du coup, ce modèle-là permet ça. Et je trouve ça juste topissime pour ceux qui ont besoin de ça. Merci beaucoup. En effet, avec l'application My Private Coach App, c'est assez rapide. En quelques clics, on peut trouver le coach qui nous correspond. En tout cas, commencer une discussion avec ces coachs. Et c'est vrai qu'un jour, on peut avoir une question sur la famille, le lendemain, une question sur sa carrière. Et puis, le jour d'après, on a envie de reprendre le sport et on a besoin d'un coach sportif. Et c'est vrai que grâce à l'application, c'est possible de faire ça. Donc, vous pouvez la télécharger pour ceux qui ne l'ont pas sur l'App Store et sur Google, sur Android. Et voilà, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent, mais en tout cas, vous êtes toutes les deux sur l'application. Donc, Séverine et Véronique, je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Ouais. Et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Séverine. Au revoir.